Merci d'être avec nous pour le magazine de la santé et Allo Docteur. On va continuer notre série donc psy consacrée aux addictions et aujourd'hui les addictions alimentaires. Les addictions alimentaires, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir un regard particulier autour des addictions pour l'alimentation. Les addictions, on l'avait vu un peu ensemble la semaine dernière, on est autour de troubles de l'effet récompense. Normalement, une substance addictive, voire un comportement addictif, ça amène un effet renforçant. Excitation, euphorie ou relaxation, détente, voire soulagement. Quand on est dépendant, c'est la consommation qui amène à la soulagement. Et cela, c'est au dépend des effets différés. Si je suis dépendant, je vais avoir des problèmes de sevrage, je vais aussi me sentir moins intéressé par le reste, ma famille, mon travail, mon environnement. Donc ça va être coûteux, mais c'est coûteux au long terme et renforçant au court terme. Et on a souvent conceptualisé l'addiction autour de ça. C'est un effet récompense mal organisé dans le temps. Là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est pour l'alimentation. On l'a vu tout à l'heure avec nos jeunes cinquantenaires avec la petite bedaine, on a besoin de stocker. Stocker, c'est physiologique. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même été sélectionné pendant des millénaires sur le fait de pouvoir survivre à l'ère glaciaire où les hivers faisaient moins 40 pendant 4 mois. Et donc on a eu besoin de cela. Alors comment peut-on dire qu'on peut devenir addict à l'alimentation? Et ça a été possible grâce au fait de reconsidérer cette idée de capacité à différer dans le temps. Ce delay discounting qui est un nouveau test que je vous propose là. Alors comment ça marche? Alors on va le voir tout simplement avec quelques diapositives, ça sera encore plus facile que la dernière fois. Pourtant on était bon, on avait été bon. On s'est entraîné toute la semaine, vous allez voir. Je n'ai plus aucun doute sur vos compétences. Donc voilà, je vous propose en fait deux choix. Vous me dites simplement si vous préférez le 1 ou le 2. Le 1. Si je vous propose 20 € maintenant ou 15 € dans 2 jours, le 1. On va être à peu près d'accord, tout le monde va choisir le 1. Ça devient un tout petit peu plus compliqué si je vous propose un deuxième choix qui va mettre cette fois soit 20 € maintenant, soit 60 € dans 2 jours. Le 2. En général, on préfère une gratification très forte, même s'il faut attendre un peu. Et puis après, bien entendu, on va réussir à complexifier un peu les choses en faisant varier et les différences et le délai entre ces propositions. Donc je vous propose plusieurs choix et vous me répondez directement. 1. Suivant. 1. Suivant. 1. Pareil. Suivant. 1. Suivant. Alors vous êtes très fort, et vous êtes surtout totalement homogène, ce qui est assez rare. En général, les hommes sont plus dans la recherche de valorisation immédiate, et finalement, ils survalorisent le fait de gagner un peu plus, mais tout de suite. Et finalement, s'ils peuvent gagner le double, mais dans 1 mois ou 1 an, ils n'ont pas tellement envie d'attendre. Nos capacités d'attendre chez nous, les hommes, est moins bonne que celle chez les femmes. Et alors, les personnes qui souffrent d'addiction alimentaire répondent comment à ce test? Alors voilà, toutes les addictions, et ça c'est vraiment unanime dans tout le type de dépendance qu'on peut avoir, survalorisent la récompense immédiate. Le travail dont je voulais parler là cette fois-ci, c'est un travail qui vient de sortir dans Biopsychiatry, qui est une excellente revue de neurosciences en psychiatrie, a montré de manière totalement surprenante qu'il y avait une autre pathologie alimentaire qui était tout aussi anormale que la boulimie ou les frénésies alimentaires qui survalorisent l'immédiat, mais une pathologie alimentaire qui survalorise le différé. Le fait de gagner un tout petit peu plus, mais très longtemps derrière. Et ça, c'est l'anorexie mentale. Alors, comment est-ce que l'anorexie mentale, du coup, est classée dans les addictions? Voilà, alors ça a été vraiment le changement de paradigme qui a été imposé en disant, mais finalement, on s'est trompé, l'anorexie mentale, ce n'est pas une restriction, c'est aussi un effet récompense anormal, sauf que cet effet récompense, il n'est pas anormal dans la valeur qu'on attribue à l'alimentation, il est anormal dans son effet cinétique, dans l'effet de la prolongation dans le temps. Quand vous avez faim, vous cherchez à manger. Et là, entre le fait de, par exemple, on est en juin, on commence un peu les régimes. En général, on veut perdre 1 ou 2 kilos pour être dans les maillots de bain en été. Et finalement, on va être un peu plus léger. À midi, prendre une petite salade, une pomme. Et à 4 heures, on crève de faim. À crève de faim, qu'est-ce qu'on décide de faire? Soit on prend immédiatement une bonne crème glacée ou une barre chocolatée, bombe calorique, qui va amener un apaisement immédiat. Soit on arrive à reprendre une pomme. C'est pas terrible, mais au décours, 1 mois plus tard, je vais pouvoir continuer à perdre du poids. Et dans l'anorexie mentale, on a une survalorisation de cette capacité à différer encore et encore. Et l'anorexie mentale, c'est ça. C'est le fait qu'on dise aux patientes, mais là, vous êtes trop maigre, vous mettez votre santé en danger avec ces carences alimentaires. Mais elles ont une telle anomalie de l'organisation des effets récompenses qu'elles vont continuer à valoriser la perte de poids. On sait ce qui se passe dans le cerveau ou pas? Alors justement, on a fait ces études-là avec le delay discounting, ce type de test, en regardant comment s'organise l'activité cérébrale. Et on le voit sur la diapositive suivante où on va voir que les petits points jaunes et oranges qui sont les régions d'hyperactivité cérébrale sont exactement dans ces structures
sous-corticales, au fond du cerveau, qu'on appelle le striatum ventral, qui viennent donner le message en disant « ça c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut valoriser, parce qu'à terme, je vais y gagner ». Et donc, seules les patientes qui souffrent d'anorexie mentale vont avoir cette valorisation à un effet tellement différé qui, en général, ne mène pas à d'effet de gratification. Alors, le test que vous nous avez fait faire tout à l'heure, il permet de mieux comprendre les comportements du trouble alimentaire. Alors, il est vraiment les troubles du comportement alimentaire. Il est heuristique à de nombreux égards, et notamment dans beaucoup de choses très bizarres dans l'anorexie mentale. Pourquoi il y a beaucoup plus de filles que de garçons, 9 filles pour un garçon. Les filles préfèrent presque toujours, à part vous deux, vous n'avez fait aucune différence, en général, les filles préfèrent plutôt les récompenses différées. Les hommes sont plus impulsifs. Ensuite, comment ça se fait que les filles qui souffrent d'anorexie mentale sont en général les premières de la classe, et pourtant elles ont un QI normal, donc ce n'est pas une pathologie d'intelligence. Mais on voit bien que si on valorise toujours l'effet différé, on ne va pas apprendre sa leçon pour avoir la moyenne le lendemain. On va apprendre sa leçon pour être la première de la classe à la fin de l'année. Et on a un effet de corrélation immédiat et qui est très solide entre la valorisation d'effets différés et la réussite scolaire et universitaire. Donc on a une vraie compréhension de cela. Et un dernier point qui est très intéressant, c'est que comment les gènes de vulnérabilité à l'anorexie mentale peuvent ainsi être maintenus pour avoir une prévalence à peu près constante. L'anorexie mentale, la première conséquence, c'est la perte de fertilité. En général, c'est l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est on n'a pas de règles, si on n'a pas de règles, on ne peut pas avoir d'ovocytes et donc d'avoir d'enfants. Et pourtant, la pathologie se maintient. Eh bien, on comprend que ces effets de capacité à différer continuellement, elles sont très favorisées dans la répartition de la population humaine, puisque ce sont les seuls qui sont capables de survivre à 3 mois, 4 mois de jeûne, et on repart dans les aires glaciaires, la sélection des espèces humaines, où finalement on a besoin dans la population de gens qui sont capables de mettre de côté, alors que tout va bien, parce que dans 4 mois il va y avoir une diète considérable, et savoir aussi se sacrifier, manger moins, pour pouvoir aider les autres à manger. Et donc il y a une espèce d'équilibre social qui fait qu'on comprend combien ces gènes de vulnérabilité ont été pendant très longtemps des gènes de protection et voire de survie dans l'espèce humaine. Et en pratique, on va faire quoi de ça? Alors bien entendu, ça reste de la recherche. Pour le moment, hélas, on n'en fait pas encore grand-chose, mais on voit bien combien plus on arrive à désigner les mécanismes pathologiques dans une pathologie, plus on va essayer de les corriger. Alors on va repartir avec les applications modernes. Ça sera peut-être pas un dinosaure diabétique, mais ça sera plutôt des jeux dans lesquels on va essayer de mieux valoriser la récompense immédiate et de mieux percevoir le fait que quand on diffère toujours ces effets récompenses, il peut y avoir des effets délétères. Et donc, dans un mode ludique d'apprentissage, de répétition, on pourrait essayer d'aider ces patientes à avoir des fonctionnements différents. Merci beaucoup. On aura d'autres tests la semaine prochaine, j'espère.